Bonjour à tous et bienvenue et merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Je m'appelle Cheyenne Chibet, je suis la directrice de Bassin Global, une entreprise qui travaille sur des questions concernant les conflits et la corruption. Nous avons 275 personnes merveilleuses qui se joignent à nous aujourd'hui de l'Afrique du Sud, au Canada, Ouzbékistan et le Nigeria. Et ce chiffre est le testament de l'importance de cette discussion, surtout de nos jours. Et je veux dire que le rassemblement de personnes aujourd'hui pour parler de la corruption et du genre est beaucoup plus important aujourd'hui que ce l'était il y a de cela une année. Et je dis cela parce que avec l'administration américaine qui arrête de lutter, qui se retire de la question de l'égalité des genres, ils ont commencé à œuvrer pour annuler les avancées que nous avons pu accomplir dans les années récentes. Alors, pour nous, c'est très important d'agir. Et l'administration Biden était responsable de, tellement de financement dans l'espace de la corruption, de la lutte contre la corruption et de la promotion de l'innovation. Avec l'arrêt du soutien de la lutte contre la corruption, et l'arrêt de financement d'innovation, notre travail est mis à mal. Nous avons du mal à faire du travail d'une meilleure façon et plus rapidement. L'objectif de cette rencontre est de vous présenter des travaux innova- novateurs sur l'innovation. Nous voulons parler des normes de genre liées à la corruption. Nous voulons apprendre des uns des autres. Nous voulons partager nos connaissances. Alors, l'ordre du jour. Je veux commencer en abordant quelques concepts importants pour nous assurer que nous soyons sur la même longueur d'onde. Karen et moi, nous allons parler de normes, de, g- liées, de normes qui lient le genre à la corruption. Isaac va aborder la question des auteurs de la corruption. Après les interventions, nous allons nous séparer dans deux groupes de discussion et vous allez choisir le groupe qui vous convient le mieux, le groupe avec Karen ou le groupe d'Isaac. Pendant la discussion, vous pouvez changer votre groupe de travail. Nous aurons une discussion et puis nous allons nous rassembler une fois de plus pour parler de la façon dont nous allons identifier la façon dont les normes sociales et les normes de genre interagissent. Nous aurons une période question-réponse. Après cela, nous aurons une courte pause pour une pause santé. À ce moment-là, nous aurons fait le lien entre le genre et la corruption. Nous allons identifier ce lien. Et puis, nous allons aborder l'influence des normes de genre sur la corruption. Nous aurons une fois de plus l'occasion de nous séparer dans deux groupes de discussion. Vous allez choisir votre groupe de discussion et vous allez soit parler à Paul ou à Chatrin. Vous allez aborder la perspective et puis nous allons terminer la session. Avant de nous lancer, je pense que nous devons saisir cette occasion pour remercier l'équipe de John Dee et Carter pour la Fondation Carter. Cette session n'aurait pas pu être possible sans leur soutien financier. Ils ont été les vrais partenaires dans nos travaux au fil des dernières années, alors que nous travaillons pour lutter pour examiner le rôle du genre dans la corruption. Maintenant, nous allons demander à Alex d'aborder quelques questions techniques. Salut à tous, je m'appelle Alex Ben, je suis de BSA Global. Je vais vous parler de la façon dont les choses seront gérées dans cette session via Zoom pour que vous puissiez participer pleinement et profiter de ces webinaires. Votre micro et votre caméra sont éteints par défaut. Cela aide à éliminer la distraction. Vous allez pouvoir participer via nos outils d'interaction. Si vous avez des questions pour les intervenants, veuillez, s'il vous plaît, utiliser le bouton question-réponse au bas de votre écran Zoom. Vous pouvez saisir votre question à tout moment et notre équipe va réviser votre question tout au long de la session. Vos questions tout au long de la session. Certaines questions vont être abordées directement et nous allons vous envoyer des courriels pour d'autres questions. De temps en temps, vous allez avoir un écran aussi qui va, qui vous
avec une question pour un sondage. Vous pouvez participer via des réactions telles que le pouce en l'air ou des emojis en cliquant au bas de votre écran. Ces icônes aident nos intervenants à avoir une idée de votre ressenti. Vous allez avoir l'occasion d'aller dans les salles d'atelier pour des discussions spécifiques. Le moment venu, vous aurez l'occasion de choisir votre salle. Une fois dans ces salles d'atelier, vous pouvez allumer vos caméras et discuter avec les autres participants. Comme l'on a déjà mentionné, nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français. Pour y avoir accès, cliquez sur le symbole d'un globe au bas de votre écran et sélectionnez le français. Si vous ne voyez pas l'icône, veuillez cliquer sur plus. Vous pouvez aussi choisir de mettre l'audio original en sourdine et c'est l'aperçu général de Zoom. Maintenant, je donne la parole à Shane qui va poursuivre la session. Très bien. Si je peux vous demander d'aller, veuillez aller au clavadoir et reprendre à cette question. Est-ce que votre organisation travaille directement sur le changement de normes de genre liées à la corruption? Dans le clavadoir, veuillez répondre à la question suivante. Votre organisation travaille-t-elle directement sur le changement de normes de genre liées à la corruption? Oh, c'est très intéressant. Nous avons plusieurs personnes qui ont répondu par non, et il y a aussi des personnes qui n'y sont pas sûres, et nous avons quelques oui. Cela nous donne une bonne idée de l'expérience de participants. Pour ceux, celles qui travaillent sur les normes déjà, je veux me prononcer sur des concepts qui régissent les normes sociales et le genre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien le sujet, je vais vous donner des bases pour que nous soyons tous au courant de ce que les intervenants vont aborder. Alors, chaque bonne discussion sur les normes sociales doit commencer avec les comportements parce que les normes sociales alimentent les comportements, mais ce sont deux choses différentes. Un comportement, c'est une action, c'est quelque chose que nous faisons. Brossez votre dent, brossez vos dents, attachez vos lacets. Mais un enseignant qui demande un, un pot de vin pour une autre ou un gestionnaire qui demande les faveurs sexuelles avant de donner un emploi représente la corruption. Alors, une grande partie de la lutte contre la corruption concerne la lutte contre concerne il s'agit du comportement. Alors, pensez au moment quand vous appelez un numéro au téléphone du gouvernement pour signaler la corruption, c'est un comportement. Alors, pensez au comportement, les lois et les connaissances ainsi que les normes sociales qui régissent nos comportements. Qu'est-ce qui influence le comportement? Il y a plusieurs choses qui influencent le comportement et une de ces choses, c'est les normes sociales. Les normes sociales sont des attentes d'un groupe, des attentes concernant la façon d'agir dans une situation spécifique. Il ne s'agit pas des attitudes, il ne s'agit pas de la culture, ce ne sont pas des pratiques courantes, ce sont des attentes mutuelles. Et lorsqu'il y a une norme sociale qui détermine le comportement, ces normes peuvent être plus puissantes que vos comportements spécifiques et même plus puissantes que des règles qui existent dans ce contexte. Lorsqu'une norme sociale existe, cette norme peut vous inciter à faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Si vous vous rendez compte qu'il y a une norme, vous aurez du mal à changer votre comportement si vous vous attardez seulement sur le comportement. Il faut essayer de changer la norme sociale. Alors, quelles sont ces attentes mutuelles? Il y a d'abord les croyances par rapport à ce que les gens font, et c'est que les gens pensent que nous devons faire. Et il ne s'agit pas de croyances de n'importe qui, des croyances des personnes au sein de votre groupe. Et c'est ce groupe qui aide à créer la norme sociale et qui aide à maintenir cette norme. Et cela est fait à travers les récompenses et les punitions pour vos comportements. Si vous respectez la norme sociale, vous avez un meilleur sentiment
d'appartenance, peut-être juste un signe de reconnaissance. L'inclusion dans des activités, vous pouvez avoir un sentiment accru de respect, mais si vous ne respectez pas l'attente mutuelle du groupe, vous serez puni négativement. Et ces punitions concernent très souvent des relations ou la réputation. Vous pouvez être l'objet de commérages, vous pouvez être exclu des événements, même des choses comme des dîners et des repas. Et dans une situation professionnelle, pouvez être exclu des activités professionnelles. Alors, vous connaissez, il y a des attentes dans les groupes. Vous pouvez faire partie des groupes dans lesquels vous avez des relations personnelles, votre équipe de football, des personnes dans votre bureau, votre famille. Votre groupe peut être constitué des personnes avec lesquelles vous partagez des identités, mais que vous ne connaissez pas personnellement. Peut-être les personnes du club de football, les anciens étudiants d'une université ou un groupe de femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous appartenons à plusieurs groupes simultanément, ce qui signifie que nous faisons l'expérience de plusieurs normes simultanément. Vous êtes peut-être une mère, une avocate, membre de conseil de parents dans une école. Chaque groupe aura des attentes mutuelles sur les comportements. Cela signifie que vous allez avoir des pressions différentes parce que de temps en temps, ces normes peuvent s'aligner. Alors, les groupes s'attendent, cela veut dire que les groupes vont s'attendre à avoir la même chose. Et cela peut renforcer la pression qui alimente ce comportement spécifique. Lorsque vous êtes un membre de plusieurs groupes, ces normes peuvent être en contradiction. Alors, il y a de la littérature qui laisse entendre que lorsqu'il y a de la contradiction, et lorsqu'il y a une contradiction, c'est le groupe qui s'attarde surtout sur, qui est dans un contexte spécifique, dans un environnement de travail, un environnement professionnel. Vos normes professionnelles vont primer sur des normes religieuses. Lorsque des personnes font face aux normes qui sont en contradiction, ils essayent de naviguer et respecter ces normes de façon différente. Avec cette introduction, j'aimerais présenter le premier intervenant qui va parler de la façon dont les normes déjà affectent le comportement. Alors, l'intervenant va parler sur la façon dont les normes déjà rendent les femmes plus vulnérables à la corruption. Le portefeuille de Karen comprend le travail sur les politiques de la lutte contre la corruption. Karen, vous avez la parole. Merci beaucoup, Cheyenne. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement. Cheyenne a clairement dit pourquoi cette discussion est très importante maintenant. Comme elle a mentionné, je veux partager quelques résultat de mes recherches sur cette relation entre les normes de genre, les attentes qu'ont les personnes. Ma recherche s'attarde sur les femmes en Asie-Pacifique et comment ces normes hein, les, affectent leur vulnérabilité à la corruption et leur envie de signaler la corruption et les agents publics. Alors, mise en contexte, l'on a reconnu que la corruption avait un genre. Nous avons vu cela dans les cercles de politique internationale, dans les travaux sur la corruption, lors des travaux sur la corruption. Mais le nexus de- le lien entre le genre et la corruption en Asie-Pacifique n'était pas assez exploré. J'espère que cette présentation va vous permettre d'aborder les choses autrement. Pour cette étude, j'ai travaillé de près avec des chapitres et des départements de Transparency International dans plusieurs pays. Nous avons formé de groupes de travail dans ces pays. Nous avions un total de 139 participants dans des groupes de travail à Fidji, Indonésie, Sri Lanka et au Cambodge. Nous avons voulu déterminer comment le genre détermine la vulnérabilité et la corruption et comment le genre affecte la volonté de signaler
instants cette corruption. Alors, je veux d'abord parler de l'étude elle-même et puis je vais parler de la façon dont nous pouvons lutter contre ces fléaux. Nous avons observé dans tous les groupes de travail qu'il y avait ces attentes mutuelles, ces normes sociales que nous avons sur le genre et sur la corruption. Alors, le genre est au centre des résultats de ces études, de cette étude. Un thème principal qui a été examiné dans le groupe de travail, c'est dans les groupes de travail, il a été un thème principal qui a été abordé, c'est que les collectivités autochtones sont les plus visées et les plus affectées. Nous avons constaté que les femmes sont des personnes les femmes sont des personnes les plus sollicitées pour des faveurs sexuelles. Et nous avons constaté que le norme de genre encourage la, la considération des femmes comme des objets. Très souvent, l'on demande aux femmes de, de s'impliquer dans des activités sexuelles lorsqu'elles essayent de recevoir quelque chose qui les revient de droit. Et, et les participants en Indonésie ont bien signalé que les femmes sont objectifiées et cela a une conséquence sur la façon dont elles interagissent avec l'État et avec la corruption. Les victimes de la corruption sexuelle, surtout qui sont surtout les femmes, ont très souvent honte en raison de la société et plusieurs autres facteurs qui peuvent leur pousser à avoir honte. Cela peut mener à l'impunité des auteurs de ces actes et elles ont du mal à signaler euh, incidents lorsqu'elles sont les victimes de la corruption sexuelle. Autre chose que, qui a été soulevée, c'est ce que j'appelle la passivité féminine. Nous avons utilisé plusieurs du langage différent dans les quatre groupes. Très souvent, les participants dans les groupes de travail ont souligné le fait que plusieurs femmes et filles sont élevées de sorte à être passives dans leur société. On les décourage d'être dans des situations qui peuvent être des situations de conflit. Elles n'ont pas le droit de lever leur voix. Et c'est là on peut créer un lien avec la corruption. Cela démontre que les femmes sont découragées lorsqu'il s'agit de la signalisation de la corruption. Les autres dirigeants considèrent alors les femmes comme des victimes plus accessibles. Les hommes peuvent lutter facilement contre la corruption et en raison de ces normes de genre, les femmes ont du mal à lutter contre la corruption. Et nous sommes rendus compte que les femmes sont plus enclines à accepter les pots de vin parce qu'elles ont du mal à signaler ces actes de corruption. Nous nous sommes rendus compte que les femmes sont des soignantes principales dans les familles. Alors, elles ont plus de contact avec des agents dans le secteur de la santé. Ce sont surtout les femmes qui ramènent leurs enfants à l'école. Et cette implication signifie que les femmes vont être les personnes les plus visées par les pots de vin. Il y a aussi les discussions sur la pression que les femmes subissent, la pression d'être une bonne mère, une bonne épouse. Cela nous renvoie à ce que Sharon disait sur les attentes mutuelles et la signification d'une bonne mère, d'une bonne fille. Cela met une autre pression sur les femmes lors des interactions pour être une bonne femme et une bonne mère dans le couple de travail. On a dit que ce sont des femmes qui
qui peuvent bien subvenir aux besoins des personnes sous son aile. Alors parfois, il faut payer, donner un pot de vin pour avoir un service. L'on a utilisé cela comme exemple. Cette situation peut inciter la peur chez les femmes. Si les femmes peuvent penser, si je ne signale, si je refuse d'être corrompue, je serai un parti responsable du fait que mes proches ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Alors, ce sont des trois normes déjà que la recherche a examinées. Et maintenant, nous avons voulu déterminer comment avancer, vu que nous comprenons les rôles du genre dans ces régions. Alors, le titre ici, c'est vraiment aborder la corruption. Il s'agit de nous attaquer à ces normes déjà. Il faut reconnaître que ces normes déjà peuvent alimenter ces types de corruption. Et il faut aussi penser à la façon dont on peut lutter contre ces normes déjà. C'est complexe. Ce n'est pas une tâche facile parce que ce sont des attentes mutuelles qui découlent de plusieurs questions dans des contextes spécifiques. Pendant des recherches sur le changement des normes, sur la corruption, il a, il y a eu des messages liés aux politiques pour lutter contre ces flux et ces fléaux. Et les messages ont été reçus différemment et cela nous démontre que la situation est assez complexe. Si les normes de genre découlent des instances où il y a une égalité, il y a une inégalité de genre. Il faudrait peut-être lutter contre l'inégalité de genre. La recherche nous démontre que la lutte contre l'inégalité des genres ne consiste pas simplement n'est pas simplement une question de justice, c'est aussi une façon stratégique de créer des solutions de lutte contre la corruption qui sont pérennes. Alors, il s'agit ici de lutter contre cet environnement qui facilite la corruption. Merci beaucoup et j'ai hâte de parler de tout ce que je viens de mentionner dans les groupes de discussion. Merci beaucoup, Karen. Vous avez soulevé des points très importants. J'aimerais souligner ce point que vous avez soulevé sur le lien entre la honte et la continuation de l'impunité. C'est très important de penser à cela parce que l'impunité est un problème majeur dans plusieurs contextes. J'aimerais présenter Isaac et sa présentation qui nous ramène au continent africain. Il examine un projet que nous avons mené ensemble sur la façon dont le genre et les normes sociales influencent les travailleurs de la santé au Nigeria. Alors, nous avons examiné la façon dont les femmes sont vulnérables à la corruption. Isaac est conseillère de recherche au Centre d'innovation en politique au Nigeria et il est analyste de données. Cela étant dit, Isaac, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Cheyenne, et salut à tous. Je suis heureux d'être ici avec vous. Je veux parler de quelques résultats de travaux que nous avons menés avec Cheyenne et l'équipe sur les normes sociétales dans le secteur de la santé au Nigeria. Nous avons mené des travaux dans trois États au Nigeria. Nous avons eu plusieurs entrevues. Nous avons interviewé plus de 366 participants. Nous avons eu plusieurs types d'entrevues. Les paiements informels dans le secteur de la santé au Nigeria, surtout le secteur de soins primaires, est assez répandu et les travailleurs de la santé acceptent très souvent des paiements informels pour les services de la santé. Parfois, les paiements, parfois, ces paiements
informels sont pour recevoir les médicaments ou les vaccins. Nous avons aussi considéré quelques facteurs qui se chevauchent comme la foi et la religion. Nous avons choisi des États en question en fonction des données responsables dans ces États. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Lorsque nous avons abordé la question du genre, nous avons déterminé comment le genre et les normes sociales déterminent qui paye, qui en profite et qui résiste, qui paye ses frais supplémentaires, qui profite de ces paiements et qui résiste aux paiements. Et en parlant de la personne qui paye, c'était très évident que utilisateurs des services ont du mal euh, à remettre en question le travail de la santé. Et c'est difficile pour elles de résister le paiement de ces frais parce que ce sont des femmes. Et elles ont moins la capacité de résister ces paiements par rapport aux hommes qui peuvent juste venir et faire du bruit dans des installations de santé et finalement éviter de payer ces frais supplémentaires. Le rapport a signalé que les utilisateurs des services féminines sont au courant que ces services n'étaient pas acceptables, mais elles ont toujours ressenti le besoin de payer pour avoir accès aux services, mais qui en profitent. Les travailleurs de la santé en profitent généralement de la normalisation de ces attentes sociales et l'attente selon laquelle vous devez payer des frais supplémentaires lorsque vous allez recevoir des services dans les établissements de santé. Et très souvent, ils encourage ces paiements, comme Chanel l'a dit dans l'introduction, pour les travailleurs de la santé qui ne respectent pas ces normes, la norme de réception de paiement. Elles ressentent, elles font face à quelques sanctions telles que la mise à l'écart dans quelques établissements de la santé ou parfois l'on les transfère loin des installations de santé. C'est aussi important de noter que les travailleurs de la santé féminines et masculins demandent très souvent ces paiements informels. Et ces travailleurs aussi une pression sociale pour recueillir pour accepter ces paiements. Et les collègues, les superviseurs s'attendent à ce qu'ils reçoivent ce type de paiement. Néanmoins, il faut noter que la pression communautaire et la communauté met une pression indirecte sur ce travail de la santé pour que ces travailleurs reçoivent ces paiements informels. Maintenant, les travailleurs de la santé sont les membres de la collectivité et ce sont des travailleurs dans les communautés et il y a cette demande ici, ils veulent répondre aux besoins de communauté, contribuer aux familles, répondre aux besoins d'un membre de la famille qui n'a pas un emploi et qui a besoin de la fonds. Alors, cela met une pression indirecte sur le travail de la santé pour que ce travail de la santé commence à demander ses paiements informels, surtout dans les situations où les salaires ne sont pas assez pour répondre aux besoins de membres de la communauté et Alors, par exemple, bien que certaines personnes voient des paiements informels comme inappropriés, les travailleuses femmes, la plupart, croient que c'est très inapproprié. Alors, elles ne souscrivent pas à cette pratique, mais il est important de noter qu'à cause de la pression pour répondre aux besoins familiaux, ceci met une pression supplémentaire pour demander ou recevoir ces charges illicites. Alors, il y a plusieurs chevauchements entre les éléments culturels et liés au sexe. Alors, les normes de genre à l'intérieur du système de santé. Donc, par exemple, être un bon travailleur de la santé dit qu'on donne des services et en même temps, la norme est que on doit collecter les paiements. Et les femmes peuvent sentir la pression plus rapidement, ainsi que cette pression de donner les soins et les services est attendu de la femme, avec cette idée que le fait de recevoir ces paiements illicites peut aider la famille. Alors, il y a cette tension entre vouloir être bonne, donner les soins et répondre aux besoins de la famille, spécialement aussi parce que il y a ce phénomène où
femmes sont appelées à répondre aux besoins des familles aussi, pour ne pas laisser toute cette responsabilité sur les épaules des hommes. On voit ces femmes donc s'engager dans ce type de comportement pour répondre aux besoins familiaux. Nous en parlerons plus lors des discussions. Donc, premièrement, la normalisation à travers les normes sociales, prise en considération des stratégies matérielles. Et dans ce contexte normatif, où on demande, où on reçoit ces paiements, où on s'attend à cela, et où c'est renforcé par le silence institutionnel et puis ces attentes non dites. Et finalement, les normes de genre sont importantes. Les travailleuses de la santé voient ces paiements comme inappropriés et cela place une pression différentielle sur elles. Et elles seront peut-être moins enclines à aller contre cette norme. Finalement, on mentionne que les efforts anticorruption doivent transcender euh, la question des soins. On doit aller voir les normes sociales qui catalysent ces demandes informelles et ces réceptions informelles. Merci beaucoup et de retour à vous, Cheyenne. Merci Isaac et merci d'avoir donné un si bon exemple de situation où les attitudes individuelles diffèrent des normes sociales et où les normes sociales priment. Donc, les travailleurs de la santé demandent des pots de vin même s'ils n'y sont pas d'accord. Alors, à ce point, nous allons créer deux groupes de discussion. Vous pouvez choisir le groupe auquel vous participez. Il y aura un groupe qui sera avec Karen, l'autre avec Isaac, et nous aurons de la place pour des questions et réponses. Ceci va durer à peu près 15 minutes. Malheureusement, pour nos collègues francophones, les fonctions de Zoom ne permettent pas d'offrir l'interprétation dans ces groupes fermés. Nous ne pourrons offrir l'interprétation lors des discussions, mais serons de retour dans 15 minutes et Diana reprendra la conversation pour parler de comment on identifie les normes de genre et les normes sociales et leurs liens avec la corruption. Je vais aussi vous mentionner que vous pouvez faire l'aller-retour entre les deux groupes de discussion. Vous pouvez poser donc des questions dans les deux groupes. Alors, vous allez recevoir un message à l'écran qui vous donnera l'option de choisir le groupe de discussion auquel vous voulez participer. Bonjour à tous, je crois que nous sommes tous revenus. J'espère que les discussions ont été bonnes. Et si je peux vous demander de prendre un moment, de réfléchir aux discussions, aux présentations et d'entrer dans la boîte de clavardage des questions supplémentaires ou des leçons apprises. Donc, j'inviterai tout le monde à partager une réflexion, un apprentissage, des discussions auxquelles vous avez participé. Alors, nous allons parler de comment créer les changements et nos orateurs sont prêts à se faire, mais nous allons d'abord à notre prochaine présentatrice, Diana Chigas. Elle va parler de la façon dont on peut identifier comment les normes de genre peuvent interagir avec les normes sociales pour influencer les comportements de corruption. Sa présentation se basera sur deux études conduites à Madagascar et l'autre avec l'organisation d'Isaac au Nigeria. Et sans plus tarder, je vous donne le micro. Bonjour à tous. Donc, je suis l'interlude méthodologique sur cette discussion. Euh, alors, nous avons parlé des normes de genre et comment elles affectent la corruption. Et après moi, on parlera de comment faire. Je parlerai des leçons tirées de ces deux projets
Et ce sont des leçons méthodologiques sur l'interaction entre ces normes et comment elles affectent la corruption. Alors, quelques notes sur la provenance des leçons. Nous avons travaillé avec PIC, le groupe d'Isaac et Transparency International Initiative à Madagascar. Nous avons fait des partenariats séquentiels et développé des méthodologies visant l'interaction de plusieurs normes, incluant les normes basées sur le genre. Nous avons fait cela parce que nous savons que la méthodologie aidant à identifier les normes sociales sont déjà bien développées. Et nous savons que certains d'entre vous avaient conduit des analyses dans d'autres contextes. Les travaux existants dans d'autres domaines sur la façon dont on analyse les normes de genre. Et il y a beaucoup de travail qui est fait entre cela et l'anticorruption. Mais de façon surprenante, nous avons trouvé très peu d'informations sur l'interaction entre les normes de genre et les normes sociales et comment cela entraîne ou pas des comportements de corruption. Et le lien aussi entre les normes basées sur le genre et la corruption sont euh, peu fréquents. Donc voici les leçons. Alors, nous voulons que cette méthodologie soit robuste mais utilisable. Nous avons commencé par l'adaptation de la méthodologie pour explorer l'intersection, le chevauchement. Donc, c'est une méthodologie qualitative à l'aide de vignettes où nous créons une histoire à propos d'un personnage fictif euh, qui a un contexte similaire. Et qui se pose la question sur comment se comporter, par exemple, accepter un paiement illicite. Puis on se pose des questions sur les motivations pour parler des normes sociales. Les croyances de ce qui constitue un comportement typique, sur ce que les autres s'attendent d'eux, les punitions et les bénéfices, et quel groupe met ces attentes sur eux. Et les vignettes, puisque la corruption est un sujet si sensible, les vignettes offrent une distance et offrent un espace sécuritaire où on peut répondre de façon plus vraie. Nous avons simplement ajouté une variation à l'histoire de base, le sexe du caractère euh, du personnage principal a été changé de mâle à femelle. Vous pouvez voir ici sur l'écran. Dans la deuxième variation, nous avons changé le sexe de la contrepartie. Le patient à qui on demande de payer a été changé de femme à homme. Puis nous avons posé la question comment les choses seraient-elles différentes pour cette personne? Est-ce qu'elle se serait comportée différemment? Est-ce qu'elle aurait différentes attentes? Nous avons appris très rapidement qu'il faut être très clair sur ce qu'on veut explorer en lien avec l'influence des normes de genre, parce qu'on ne peut que changer l'histoire deux fois. Sinon, le processus devient trop long et on ne peut finir l'enquête, ou ça devient confondant pour les participants, ils ont du mal à suivre l'histoire et ne répondent pas aux questions de façon adéquate. Ce qui m'amène à la deuxième leçon dont Cheyenne a parlé dès le début. C'est pourquoi il est important, comme avec toutes les normes, d'être sûr de dire quel comportement on cible avant même de parler de normes. Donc, qu'un médecin demande paiement, c'est différent que le patient offre un paiement. Et le fait dont les normes de genre affectent cela, voir si les médecins sollicitent des paiements illicites versus si le patient veut payer un pot de vin. Donc, ce sera différent avec les médecins, entre les médecins et les patients, tout dépendant de qui on cible.
L'information sera différente. Troisième leçon, alors aller au-delà des différences de comportement. Lorsqu'on a regardé la littérature sur le genre, la corruption, on se concentre beaucoup sur les différences d'attitudes entre les hommes et les femmes, les différences de comportement, par exemple la fréquence à laquelle les gens euh, s'engagent dans des comportements étant en lien avec les pots de vin. Donc, ces données ne sont pas assez désagrégées, mais voilà la pointe de l'iceberg de l'exploration des normes sociales et des raisons. Alors pourquoi? Il y a trois grandes raisons pour moi émanant des résultats. Premièrement, les différences de genre existent pour certaines raisons. Par exemple, un homme peut offrir un pot de vin à un travailleur de la santé pour être promu en haut de la liste pour des raisons très pratiques. Il est inquiet de ne pas avoir assez de médicaments avant d'arriver en haut de la liste avec cet enfant malade qu'il a. Ou il doit retourner à un emploi qu'il ne peut perdre et n'a pas beaucoup de temps à passer à l'hôpital, par exemple. Donc, des raisons pratiques, mais aussi peut-être des raisons en lien avec les normes de genre. Il pourrait être peut-être critiqué de ne pas faire preuve de ne pas avoir beaucoup de ressources s'il n'est pas traité rapidement par ses collègues au travail ou par d'autres hommes de la communauté. Voilà une autre raison. Deuxièmement, il y a plusieurs normes de genre qui peuvent influencer un seul comportement. Donc pour les femmes patientes, les normes qui exigent qu'elles soient gentilles, qu'elles soient non confrontationnelles, peuvent catalyser leur peur de demander les paiements. Et ceci en lien avec l'image d'une bonne femme, d'une bonne mère, comme Karen l'a dit dans sa présentation, même si cela veut dire accepter un pot de vin ou demander un pot de vin. Et finalement, au Nigeria, pas tant à Madagascar, mais beaucoup au Nigeria, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de perception de différence dans la fréquence, mais les normes basées sur le genre peuvent créer des différences subtiles sur la façon dont ceci est vécu ou justifié. Donc, l'enquête sur ce chevauchement, sur l'intersection, doit dépasser l'identification des différences pour arriver à comprendre pourquoi et comment c'est différent. Et là où les attentes jouent un rôle sur la façon dont c'est vécu. Et c'est ce qui nous a aidé à comprendre ce que les normes et les facteurs non normatifs causent ces différences et comment. Et bien sûr, il est important, je n'ai pas à dire cela, tout le monde le sait, et n'oublions pas que les hommes et les femmes sont influencés par les normes de genre et ces normes sont différentes pour chacun. Il faut analyser les deux et inclure tous les éléments reliés à ces normes pour chacun à l'intérieur de cette transaction. Finalement, ou presque, rechercher des conflits de normes, comme Cheyenne l'a mentionné au début, les gens qui font partie de groupes multiples et qui sont assujettis à plusieurs normes en même temps. Nous avons trouvé que ces interactions peuvent avoir différentes expressions. Parfois, il y a renforcement. Donc, au Nigeria, par exemple, les pressions sociales communautaires sur les travailleurs de la santé s'appliquent à tous. Elles ont été renforcées par les hommes, par les normes genrées que les hommes devraient être ceux qui apportent l'argent à la maison. Et donc, la masculinité est associée à ce rôle de pourvoyeur. Mais parfois, les normes sont en conflit, souvent pour les femmes, mais non exclusivement. La plupart de la littérature sur les normes pointe à dire de s'assurer de voir quelle norme gagne, c'est-à-dire pour pouvoir savoir quelle norme sera suivie par le plus grand nombre. C'est le cas dans plusieurs situations, mais parfois nous avons trouvé, par exemple, au Nigeria, un petit peu moins, par exemple, au Madagascar, que les normes ont un poids égal.
au Nigeria, là où les travailleurs de la santé, on s'attendait à ce qu'ils soient honnêtes et bienveillants, les collègues et la communauté s'attendaient aussi à ce qu'ils acceptent le paiement. Alors ici, comme Isaac l'a dit, il y a une tension ou un dilemme. Alors il faut voir comment les comportements s'expriment, mais comment les décisions sont prises et comment les comportements sont justifiés dans différentes situations. Les gens sont capables de réconcilier des attentes qui s'opposent à travers la rationalisation, par exemple. Et les femmes face à ces dilemmes au Nigeria ont résolu en faisant les comportements, c'est-à-dire de demander les paiements, mais de façon moins ouverte, par exemple la nuit, et les justifiant comme faisant partie de leurs obligations de soignantes, par exemple avoir accès au transport. Et donc, il y a harmonisation avec cette norme. Et là, vous pouvez voir à quel point les normes basées sur le genre influencent les comportements de corruption. Diana, je vous demanderai d'être synthétique. Et finalement, je dois dire qu'il est très important de former les gens qui vont colliger les données et ceci amène les possibilités d'analyse supplémentaires et on doit être des experts, pas seulement des instruments de mesure. Sinon, s'il n'y a pas d'expertise, on peut rester à la surface, mais pas comprendre les normes qui s'y rattachent. Alors, je finirai là et nous irons à la période de questions-réponses. Et n'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose, de m'en faire part. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser, vous pourriez lever la main de façon virtuelle et nous vous nommerons. Sinon, si vous ne voulez pas lever la main, vous pouvez toujours inscrire votre question dans la boîte questions-réponses. Donc, voici une question pour vous, Diana. Quel était l'aspect phare méthodologique et conceptuel que vous avez trouvé? Alors, je vais m'y prendre de façon périphérique. Notre plus grande surprise, étant donné la revue de littérature et les recherches passées, était d'observer comment les gens naviguaient entre ces normes qui s'opposaient. Oui, les gens ont demandé d'être payés de façon informelle, mais lorsque nous avons été plus loin là-dedans, et en fait, le fait d'avoir été capable d'aller plus loin là-dedans nous a permis de dire conceptuellement qu'il y avait d'autres façons dont les gens se chargent du travail à équilibrer plusieurs normes. Je suis sûre que vous l'avez vu aussi, et venant de cette perspective, nous avons eu une surprise, mais c'était aussi un aspect très clé de notre compréhension de comment les normes interagissent. Aussi de regarder les deux côtés de la transaction. Nous avons été en lien avec les patients aussi et ainsi, mais avec un point de vue méthodologique, cet accès aux deux côtés. Nous avons vu comment poser les questions autour de ces normes de genre. Hum, À Madagascar, c'était si intégré que les gens ne s'en rendaient même pas compte. Et un des défis a été justement l'utilisation des vignettes et leur contenu. Merci Léonard pour votre question. Nous avons une question de Lindy. Conceptuellement, est-ce que les normes basées sur le genre sont subalternes aux normes sociales? Euh, de façon courte, je répondrai oui. Et c'est pour ça que lorsque nous avons jeté un point de vue méthodologique sur les normes, nous les avons prises en compte et ainsi que chaque composante qui en faisait partie. Essentiellement, une des normes sociales
qui s'applique de façon large. C'est donc une des multiples normes qui peut influencer les gens. Il y a d'autres questions et nous pourrons soit y répondre par écrit, mais à ce moment-ci, nous allons prendre une pause de 3 minutes pour vous permettre aux gens de prendre soin de leur corps. Après, nous allons revenir et je crois qu'il y aura un chronomètre ici à l'écran qui vous permettra de connaître l'heure à laquelle nous recommencerons. Merci de vos réactions à l'écran et nous reviendrons dans 3 minutes. Bienvenue tous. Nous avons parlé des interactions entre le norme de genre, les vulnérabilités, la résistance à la marginalisation et la façon dont les normes de genre peuvent changer les pratiques de corruption. Nous avons eu ces discussions afin d'aborder la discussion et puis quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, nous donnons la parole à notre collègue Paul Boccoli de Rwanda. Il va parler des rôles de l'homme de genre pour la lutte contre la corruption. Il est professeur à l'université de Macquarie. Il était le chef qui dirige la méthodologie dans l'étude présentée par Isaac. Paul, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je suis très heureux d'être ici maintenant que nous avons compris la façon dont les normes sociales et les normes de genre affectent la corruption. Quelles sont les choses à prendre en compte pour le changement de normes sociales dans la lutte contre la corruption? C'est ce que je veux aborder. Prochaine diapositive. Alors, lorsqu'il s'agit de changement de normes, il y a quelques suppositions que nous avons. Une chose importante, c'est nous savons que le changement ne consiste pas simplement à communiquer la connaissance. La connaissance est un point d'entrée, mais la connaissance ne change pas les normes sociales profondes qui dictent le comportement. Alors, si vous pensez que lorsque vous transmettez les connaissances, cela va se traduire en changement de comportement, alors qu'il y a des sanctions liées à la négligence d'une norme, vous n'allez peut-être pas aller très loin. La façon dont les normes sociales changent, c'est, vous savez, le changement s'opère quand assez de personnes se rendent compte que beaucoup de personnes changent. Par exemple, c'est important que les changements publics soient, les notifications publiques soient faites pour que les gens sachent qu'elles, et qu'ils ne vont pas être réprimandés lorsqu'il y a un changement. Et si les gens qui ne savent pas que le changement s'opère se rendent compte qu'il y a un changement en cours, ces personnes vont se joindre à ce mouvement de changement. Autre chose que nous devons noter, c'est que il faut plus de temps pour changer des normes plus fortes. Il y a des normes qui ont des sanctions sociales sévères. On considère ces normes comme les métanormes. Il faut beaucoup de stratégies pour les changements de normes sociales et il faut prendre en compte les, la force de cette norme. Et prochaine diapositive. Alors que vous planifiez vos stratégies, vous mettez en place des stratégies pour le changement de normes sociales ou le changement de normes de genre, vous devez penser à agir
dans cet espace de changement. Il faut comprendre le problème afin d'avoir la bonne solution. Il faut prendre en compte l'objectif. Est-ce que l'intervention est censée arrêter euh, l'existence d'une norme? Est-ce que cette intervention doit présenter une autre norme? Quels autres facteurs facilitent ce changement? Est-ce que vous allez penser aux autres structures qui se jumellent à ce norme? Il faut penser à la théorie du changement alors que nous pensons à ce changement. Il y a quelques stratégies à déployer et je veux présenter ces stratégies très rapidement. Ces stratégies sont importantes pour le changement de normes. Il s'agit ici de l'utilisation des médias, les rétroactions personnalisées, les discussions de groupe, les, le réseaux sociaux, etc. Concernant, pour la, considérant les lois, s'agissant de lois, il faut s'assurer, il faut savoir qu'il y a des sanctions sociales de la communauté qui ne changent pas forcément les normes. Dans la lutte contre ces normes, très souvent, on essaye de changer les lois et changer les règlements, mais les questions informelles sont importantes. Par exemple, au Golgotha, un maire a réussi à changer des normes et s'est assuré qu'il y avait une pression sociale sur des personnes qui ne changeaient pas des normes. La loi est devenue la nouvelle norme et il y avait des sanctions sociales de la communauté pour ceux et celles qui ne respectaient pas la norme. Si vous voulez que la loi fonctionne, il doit y avoir une sanctions de la communauté qui aident à mettre en application la loi. Si cela ne change, les choses ne changent pas, les choses seront difficiles. Dans des pays à revenu moyen ou à revenu faible, le secteur informel est plus faible que le secteur formel. Lorsqu'il s'agit de médias, c'est important que les médias ne parlent pas simplement de normes négatives pour informer tout le monde. Il, il s'agirait ici simplement de renforcer ces normes. Les médias doivent s'attarder sur le changement des normes, les envoyer, transmettre des messages publics pour montrer l'importance du changement des normes, telles que la diffusion par les radios, les affiches. Lorsque la communication ne s'attaque pas sur le changement de norme, cette communication peut plutôt renforcer la norme négative et c'est très important. Une autre stratégie que nous utilisons très normalement, c'est que nous appelons les rétroactions normatives personnalisées. Il faut, on transmet l'information sur la performance par rapport au, au PR. Au- Si nous montrons aux gens leur performance par rapport à leur semblable, cela peut les aider à changer leur comportement. Ces approches de comparaison sont importantes. Il y a l'autre stratégie, les discussions de groupe. La chose la plus importante sur ces discussions de groupe, c'est ces discussions doivent permettre la réflexion et permettre une diffusion organisée pour s'assurer que l'information soit diffusée et que cette information puisse atteindre l'audience visée. Prochaine diapositive. Les modèles et les médias sociaux et les réseaux sociaux sont très importants. Alors que nous pensons aux modèles et aux réseaux sociaux, nous devons penser aux attentes liées au genre. Vous devez peut-être avoir des sessions différentes avec les hommes et des autres sessions avec les femmes. Des modèles pour les femmes ne sont pas forcément des modèles qui vont fonctionner pour les hommes. Au Nigeria, nous avons constaté cette différence dans le secteur de la santé. Alors que vous présentez des modèles, il faudrait considérer ces changements lorsque vous parlez des attentes sociales en fonction de, euh, en luttant contre ces normes.
Alors, il faut parfois changer des stratégies, il faut avoir des rétroactions personnalisées, il faut appliquer les lois. Il ne faut pas forcément toujours utiliser une approche. On utilise très souvent plusieurs approches. En général, alors que je termine avec la prochaine diapositive, j'aimerais aussi dire que c'est très important d'avoir plusieurs solutions. Vous n'allez peut-être pas trouver des programmes qui travaillent sur ces normes qui sont indépendants. Il y a plusieurs programmes qui s'entremêlent et qui se chevauchent. Et il y a des intersections entre les normes de genre, les normes sociales, et il y a des attentes basées sur les genres, le genre qui devraient être prises en compte. C'est important pour vous de vous assurer que, alors que vous concevez ce programme, que ces attentes en fonction du genre soient prises en compte. Et il faut commencer avec la conception jusqu'au niveau de recueil des données. Il faut vraiment prendre tous ces aspects en considération pour vraiment apporter un changement sur les normes sociétales et les normes genrées. Merci, Paul. Vous avez cité quelques points importants. Vous avez commencé en disant que le changement des connaissances n'est pas assez. Vous devez prendre en compte et appliquer plus de stratégies pour affecter les normes sociales. J'aimerais répéter ce que vous avez dit sur les stratégies qui doivent prendre en compte la force de la norme. C'est qui nous renvoie à la présentation de Darwin, où elle disait qu'il faut identifier un comportement spécifique, les normes spécifiques qui mènent à ce comportement, et ainsi que la force. Et puis, pour finir, votre stratégie en conséquence. Première intervenante, prochaine intervenante, c'est Ocean Murphy qui va parler de la façon du rôle de normes dans l'agenda de transformation. Elle se spécialise dans l'interaction entre le genre et la corruption, avec un emphase sur la corruption sexuelle. Cela étant dit, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants qui ont déjà mentionné des aspects importants de cette relation. Des- Mentionner des importants aspects sur la vulnérabilité et sur ces intersections. J'aimerais que nous regardions des choses en général. Il faudrait que l'on comprenne que la compréhension des normes de genre est importante et le changement, la transformation est autre chose. Je voudrais nous encourager dans d'y réfléchir davantage. J'aimerais que vous compreniez que le travail ici ne consiste pas à changer le comportement de femmes et le comportement des hommes individuels. Il s'agit ici de changer les normes et les structures de pouvoir qui rendent cette corruption possible. S'il y a une chose que vous retenez, je voudrais que ce soit cette chose. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de la transformation de genre? Lorsque nous parlons de cela, très souvent, les gens pensent à une méthode technique, une autre, les vérifications que nous devons suivre, un module que nous devons ajouter, quelque chose que nous devons ajouter sur un système qui existe déjà. La transformation n'est pas un ajout, il s'agit de changer la façon dont nous pense- pensons. Alors, cette approche de transformation de genre, cette approche de transformation en tenant compte de genre veut, devrait nous faire laisser savoir que la corruption reflète les normes qui déterminent vraiment la façon dont la société se présente. Nous devons prendre quelques composantes en question. L'approche intersectionnelle est trans. Cette souvent sur ce que les gens font et les approches en tenant compte de genre nous permet de savoir qui peut faire quoi. C'est une autre façon de poser des questions. Qui peut poser une question, soit sans être baladé en revers de la main, dans un temps à ce que qui évite et qui supporte et qui évite l'abus. Et ce sont des questions importantes, surtout maintenant que l'on prend en compte le genre. C'est très important
Ces questions révèlent quelle douleur est normalisée, quel comportement est excusé. Lorsque nous abordons la corruption ici, nous ne pouvons pas nous empêcher de voir la corruption partout. Comme nous avons entendu tout au long de la session, les normes définissent ce qui est normal et la corruption prend de l'essor dans ce qui est normalisé. Plusieurs personnes, en pensant de la corruption, pensent aux règles qui sont un frein. Il s'agit ici surtout de normes qui sont suivies, les normes sur la loyauté, l'obédience, la masculinité, l'opportunité ou le silence. Si nous- Par exemple, une femme qui reste silencieuse lorsqu'elle fait face à la corruption sexuelle, elle répond à la norme sociale qui lui dit qu'elle sera blâmée, qu'on ne va pas croire en elle si elle parle. Un homme qui agit aussi autrement et qui est l'auteur de actes de corruption reflète ce sentiment de pouvoir et les comportements acceptables. Très souvent, pendant des recherches, on parle aux personnes qui se rendent compte que ces comportements sont des mauvais comportements, mais elles l'acceptent quand même parce que les choses ont toujours été faites ainsi. Dans ce rapport, nous avons pensé à 4 niveaux de transformation absolument nécessaires. Ce sont ces niveaux interconnectés et qui montrent que la transformation n'est pas une intervention unique, mais c'est un processus à plusieurs niveaux. Alors, ce n'est pas étonnant, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, nous commençons avec les normes sociales. Attends, d'une bonne femme, d'un d'un homme qui est bien, qui doit diriger, qui doit faire telle ou telle chose. Le changement de norme est lent. Il faut une réflexion collective. Ce changement comprend, est émotionnel. Il prend en compte la peur et beaucoup de choses, et même la perte de privilèges. Sans prendre cette approche générale, toutes les interventions restent en surface. Si vous n'avez pas l'accès à l'information, si vous n'avez pas des canaux pour faire des plaintes, si vous n'avez pas de l'indépendance, vous n'avez pas le pouvoir d'exposer la corruption. C'est pour cette raison que la mobilité, le genre, entre autres, c'est traduit directement au risque de corruption, pas pour, mais surtout en raison du rôle des femmes dans la communauté. Nous avons parlé de connaissances et des capacités. Nous avons parlé de quelque chose qui va au-delà des connaissances. Très souvent, le travail de lutte contre la corruption euh, prend, euh, consiste à éduquer les gens, mais nous devons aller plus loin. L'éducation signifie qu'on dit aux gens qu'ils ont le droit et le pouvoir de changer la corruption. Alors, il faudrait penser aux stratégies et pas aux mécanismes individuels. Un autre niveau, c'est le niveau de l'institution. Il y a des règles écrites qui existent, mais il y a aussi des règles non écrites qui existent. Nous savons, on sait déjà qui va être promu, les plaintes, quelles plaintes seront prises en compte. Il s'agit ici de d'identifier les règles formelles et informelles qui encouragent ces comportements. Et les règles informelles sont très difficiles à changer. Il faut prendre en compte ces aspects qui sont importants pour le travail de la lutte contre la corruption. Sans prendre en compte ces aspects, nous n'allons pas nous attaquer à toutes les inégalités. Pour la présenter quelques exemples intéressants, je ne voudrais pas aller en détail, apporter les détails, mais il s'agit ici d'être créatif et de faire des choses comme l'utilisation des outils visuels afin de déterminer qui contrôle où est-ce que le silence est renforcé. Il faut utiliser ce type de visuel pour entamer les discussions. Il y avait des exemples de groupes des hommes qui discutaient, qui parlaient de la masculinité et des groupes des hommes qui parlent des comportements qui renforcent la corruption. Maintenant, au niveau de politique, il faut intégrer l'analyse de genre dans les cadres d'intégrité. Il faut, par exemple, nommer la corruption sexuelle. Il faut former et concevoir des mécanismes. Il faut évaluer qui utilise ce système d'intégrité. Et ces actions répondent aux réalités vécues. Il faut travailler sur
le pouvoir, et il faut considérer le pouvoir au centre de nos travaux. Il faut reconnaître la résistance. Bien sûr, la transformation n'est jamais neutre. La transformation redistribue le pouvoir, la légitimité, entre autres. Et la redistribution du pouvoir démontre notre travail a un effet. C'est pour cette raison que nous devons considérer le travail de lutte contre la corruption en tenant compte déjà comme un projet politique. Il faut savoir que la transformation commence lorsque nous arrêtons de demander aux femmes de s'ajuster et qu'on demande plutôt aux institutions de changer. Et premièrement, le travail sur le genre et le travail de lutte contre la corruption sont deux aspects et il faut prendre ces aspects en compte. Et il faut être au courant du fait que quelques institutions ont des normes qui encouragent les pratiques de corruption. Il faut discuter avec des groupes, des femmes et des acteurs, des groupes de LGBT et des institutions. Les changements de normes ne se passent pas à travers les directives. Les changements de normes s'opèrent à travers des discussions. Et il faut aussi avoir des outils d'imputabilité qui reflètent les réalités des personnes les plus affectées. Il faut penser à un mécanisme de signalisation qui est inefficace pour les femmes. Vous avez un processus de plainte qui exclut les personnes de LGBT+. Et n'est pas euh, une bonne action. Les procédures qui éliminent et qui négligent quelques communautés ne sont pas des bonnes procédures. Alors que nous allons en discussion de groupe, je vous demande de penser à certaines choses. Pensez à l'intégrité, pas simplement comme à l'absence, comme l'absence de corruption, mais comme l'accès aux justice. Pensez au genre, pas simplement comme le JA, mais comme une structure sociale qui détermine quelle voix compte et quelle voix ne compte pas. Pensez à la transformation, pas simplement comme une intervention unique, mais comme le travail quotidien sur la façon dont le pouvoir opère dans nos communautés et des façons que nous prenons pour acquis. Très souvent, la lutte contre la corruption, en tenant compte au JA, consiste à créer des systèmes qui prennent en compte les droits de tout le monde et qui encouragent l'intégrité. Je vous encourage à poursuivre ces discussions. Merci. Vous avez fait des bonnes déclarations. L'anticorruption efficace consiste à perdre certains privilèges. L'intégrité, la présence de la justice, c'est fantastique. Ce sont des points importants à retenir. Nous allons nous séparer en deux groupes. Vous pouvez soit choisir un groupe avec Paul ou avec Trump. Nous avons 15 minutes pour les questions et des réponses. Et vous pouvez avoir des discussions ouvertes. Il ne s'agit pas ici seulement de poser des questions aux panélistes. Vous aurez une fenêtre contextuelle qui va s'afficher et vous allez choisir votre groupe. Vous pouvez aussi changer de groupe plus tard. Vous pouvez choisir de quitter un groupe et vous joindre à un autre groupe. Alors, on se verra dans le groupe. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que les conversations étaient bonnes. Je sais que dans notre groupe, nous avons parlé de défis intéressants et d'expériences concrètes autour du changement des normes sociales et de genre. Ceci nous amène à la fin de notre rencontre et j'espère que vous avez trouvé les conversations intéressantes. Je veux remercier chaque participante de s'être joint à nous, d'avoir pris le temps de se faire. Et je veux remercier tous nos orateurs qui nous ont donné leur temps, mais qui ont aussi partagé leur expertise pour que nous puissions nous engager dans ce type de conversation. Bien sûr, chaque personne qui est venue ici avait le choix d'investir ces 2 heures comme il le voulait. Alors, je vous remercie d'avoir fait ce choix. J'espère que vous pourrez utiliser les idées qui ont émergé de cette discussion et je vous encourage, lorsque vous quitterez la réunion, à prendre un temps pour vous questionner sur comment utiliser ce qui a été appris aujourd'hui. Et ça peut être aussi simple que
de prendre les 3 apprentissages clés que j'ai faits, je vais les partager lors d'une rencontre du personnel où je vais aller regarder la théorie du changement et puis je vais me questionner sur qui est soumis à la loi du silence. Ou peut-être que je me poserai des questions sur les comportements, comme Diana l'a noté, euh, le fait de donner de l'importance à la spécificité de certains comportements et sommes-nous clairs sur les comportements ciblés par le programme sur lequel nous travaillons? Alors, j'espère que vous pourrez prendre une minute supplémentaire après votre départ pour réfléchir à comment rendre utiles ces discussions. Et si nous faisons tous un pas de cette nature vers l'avant, nous allons faire avancer euh, les choses en matière de genre et ainsi qu'en matière d'anticorruption. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et j'espère vous revoir.